Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre à l'animation de Côte-Nord Attitude et ce mercredi 19 octobre, je suis en compagnie de Valérie Dionne de Y'a des matins. Bonjour Valérie. Allô Jean. En forme? Ben oui, en forme, certain. Oui, on va parler de santé ce midi, Valérie, en ouverture. Cette vaste enquête sur la santé des Québécois. Quand même 2800 répondants sur la Côte-Nord. Ouais. C'est pas mal plus efficace qu'un sondage léger marketing qui peut questionner 15 personnes dans notre région et porter des conclusions, là. Tout à fait. Donc, un sondage exhaustif. On va en parler avec le docteur Stéphane Trépanier. Des données étonnantes aussi quand même. Moi, je pensais pas que le taux d'obésité était si élevé sur la Côte-Nord. Et en Basse-Côte-Nord, 44%, c'est un phénomène. Là, on va essayer de vérifier si c'est le plus élevé au Québec. Mais il y a un problème là et Dr Trépanier va répondre à nos questions pour l'explication. Mais ça devient aussi une priorité. Comment on fait pour prévenir le surplus de poids dans une vaste région comme la Côte-Nord? C'est le genre de questions à laquelle il va répondre dans quelques instants. On va aussi parler avec la porte-parole d'Action Chômage Côte-Nord, l'organisme qui a écrit cette semaine, en fait la porte-parole, Mme Lynne Sirois sera avec nous vers 12h25. Elle a écrit à la ministre responsable de la réforme de l'assurance-emploi pour lui rappeler que Justin Trudeau n'a pas fait ses devoirs dans l'an 1 de son gouvernement. Là. Oui. On avait promis une réforme. Le trou noir, tu sais ce que c'est, hein? Une période dans l'année où les travailleurs saisonniers n'ont pas de revenus. Cette période Zéro. creuse, en fait, là, où, on est sur le chômage, on est sur le point de recommencer à travailler, le chômage arrête. Et pour des travailleurs saisonniers, c'est compréhensible parce que t'as pas nécessairement le temps de te retrouver un autre emploi entre les deux. C'est ça ta job. T'es un travailleur saisonnier. Les emplois pleut pas sur la Côte-Nord ces jours-ci. Ça fait que souvent, on attend le retour, la reprise des pêches ou de la saison touristique pour avoir notre emploi qu'on connaît. Mais ça marche plus aussi bien qu'avant avec l'assurance-emploi. Lynne Sirois sera avec nous pour nous en parler. Hier, il y avait cette commission sur l'éducation à la petite enfance. On va faire un retour sur le passage de la commission à Sept-Îles, là, le début de la tournée de la commission indépendante sur l'éducation à la petite enfance. D'abord avec deux personnes de la CSN, Cindy Saint-Laurent et Stéphanie Tanguay. La CSN représente bien sûr la majorité des travailleuses de garderie dans notre région et on dénonce les coupures de ce côté-là. Mais je voulais avoir un point de vue là différent de la logistique, de la chicane, la traditionnelle chicane entre le patron et le syndicat. Donc j'ai été voir du côté des gens qui ont déposé des mémoires et l'envol Maison de la famille, de même que la table de concertation Ensemble pour un bon départ, qui regroupe plusieurs organismes communautaires ici à Sept-Îles, s'est penché sur la question, a déposé un mémoire et Christelle Savard sera avec nous vers 12h35 pour nous en parler. Valérie, en fin d'émission, on reçoit le conseiller en orientation du Cégep. Oui, Justin Pinchot, puisque la semaine prochaine, il y aura une activité très intéressante au Cégep, ça s'appelle l'heure juste et ça va se passer mardi prochain. On invite les jeunes du Cégep, les jeunes secondaires, mais aussi la population en général à aller s'informer sur plusieurs secteurs professionnels, donc que ce soit pour ce qui est des programmes d'études, mais aussi des programmes d'études techniques, mais des programmes universitaires aussi. Donc ça peut être super intéressant pour des jeunes pour s'orienter, mais aussi pour une réorientation de carrière là, pour la population en général. Oui, puis pour les jeunes de secondaire 5, on sait comment c'est important de faire cette réflexion-là à l'automne, parce que c'est le 1er mars, la date là où il faut prendre les décisions, envoyer des demandes au cégep puis tout ça. Et des fois, c'est pas facile. Hein? On est jeune, on a quoi, 16-17 ans, décider d'un avenir. Exactement. C'est des gros choix. C'est difficile, donc plus on est informé, mieux c'est. Des fois, on prend l'échappatoire, on s'inscrit en sciences humaines pour remettre la décision à plus tard, mais des fois, il faut prendre la décision à 16-17 ans. On n'a pas le choix. Donc, Justin Pinchot, conseiller en orientation, sera avec nous pour en parler de cette activité L'heure juste en fin d'émission. Avant cette série d'entrevues à Côte-Nord Attitude, on vous offre à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Eh bien, il reste 4 ans de travaux au chantier de construction de 4 centrales hydroélectriques sur la rivière Romaine. Actuellement, 46% des travailleurs proviennent de la Côte-Nord. Le boulot s'effectue simultanément pour l'aménagement des barrages Romaine 3 et 4. Hydro-Québec estime avoir réalisé tous les efforts pour maximiser les retombées économiques dans la région. La porte-parole d'Hydro-Québec au chantier Romaine, Sandra Chiasson, soutient que la région doit voir la chose positivement. Si on parle
parle du comité de retombées économiques où tout est regardé pour essayer de vraiment maximiser au niveau de la clause de sous-traitance, tout en maintenant des prix compétitifs au niveau des contrats. Je vous dirais qu'il y a eu près de 19 rencontres seulement de ce comité-là cette année. On estime qu'à 46%, présentement, c'est le taux de main-d'œuvre de la Côte-Nord au chantier. C'est un taux qui est relativement très positif quand il y a des chantiers qui se déroulent près des villes. Les gens souvent préfèrent rester près de leur famille. Le chantier est en décroissance, bien sûr, mais il reste encore plusieurs contrats jusqu'en 2020. L'exploitation des centrales créera également une centaine d'emplois permanents chez Hydro-Québec à Havre-Saint-Pierre. Jeannette Pillaud-Douachat est accusée de voies de fait, bris d'engagement et résistance lors de son arrestation. Elle demeure incarcérée jusqu'à son retour devant un juge au palais de justice de Sept-Îles vendredi. La militante féministe autochtone réalise maintenant un jeûne en prison. Elle fait partie d'un groupe de traditionnalistes qui considèrent qu'Hydro-Québec et d'autres entreprises violent les droits des Inuits sur leur territoire ancestral Nitassinan. Une équipe d'Hydro-Québec assistée des policiers de la SPUM ont débranché quelques clients à Ouachat lundi. Jeannette Pillaud s'est rendue au bureau du conseil de bande en après-midi pour demander aux élus d'intervenir. Elle s'est mise à dénoncer avec vigueur le retour du chef Mike McKenzie malgré des accusations criminelles qui pèsent contre lui. Rappelons que Jeannette Pillaud a été arrêtée par les policiers de la SPUM devant les locaux du conseil de bande sur le boulevard des Montagnais lundi après-midi. Panne d'électricité hier, Valérie. Moi, chez nous, ça a juste flashé une fraction de seconde, mais il y a quand même 2350 abonnés d'Hydro-Québec qui ont été débranchés pendant plus d'une heure hier soir. La pluie et les forts vents ont causé un bris d'équipement. Ça a touché 3 secteurs de la ville de Sept-Îles. Je pense que tout le monde était en haut là, du boulevard Laure, surtout des gens en haut du boulevard Laure. Les vents ont atteint jusqu'à 72 km/h hier à Sept-Îles. La tempête s'est déplacée vers la Mingani en fin de journée. Une panne a touché 771 abonnés d'Hydro-Québec du côté d'Aguaniche, Natashquan et Pointe-Parent à 1h du matin. Le courant est revenu dans ce secteur seulement au milieu de l'avant-midi ce matin-là. La panne d'électricité du côté de Sept-Îles a quand même perturbé quelques activités hier soir, dont le tournoi d'ouverture au club de curling. La Sûreté du Québec a réalisé 25 opérations spéciales en matière de sécurité routière au cours de l'été sur la Côte-Nord. Les policiers ont distribué 217 constats d'infraction pour vitesse excessive et 23 billets d'infraction pour cellulaire au volant et ceinture de sécurité. La SQ a aussi mené des opérations de surveillance aérienne sur la route 138 de la Côte-Nord. Elles ont permis, entre autres, de prendre des automobilistes en défaut pour dépassement sur ligne double. Les postes de la SQ dans chacune des MRC de la région ont mené parfois des opérations simultanées de surveillance de la route. Une forte présence policière sur les routes, notamment lors des longs congés, encourage de meilleurs comportements chez les usagers, constate la SQ. Et puis, une vingtaine d'organismes et quelques citoyens se sont exprimés à Sept-Îles devant la Commission indépendante sur l'éducation à la petite enfance. La CSN Côte-Nord en a profité pour dénoncer les coupures dans le réseau des CPE. La vice-présidente du Conseil central CSN Côte-Nord déplore des coupures de plus de 200 000 $ et 8 pertes d'emplois dans notre région. Ces compressions ont des impacts sur les tout-petits, déplore Cindy Saint-Laurent. La Commission publiera des conclusions qui seront remises au gouvernement du Québec pour la prochaine politique familiale du Québec. Rappelons qu'hier soir, là, c'était le premier forum citoyen sur la politique familiale et l'éducation à la petite enfance à Sept-Îles. La tournée se poursuivra dans 14 villes du Québec. On va y revenir un peu plus tard là sur cette commission, notamment avec Christelle Savard de l'Envol Maison de la Famille, un peu plus tard à l'émission Côte-Nord Attitude, mais dans quelques instants, c'est avec le docteur Sébastien Trépanier qu'on s'entretient. Le directeur de la santé publique de la Côte-Nord commente certains aspects de l'enquête, qui est une vaste enquête qui a été réalisée sur la santé des Nord-Côtiers. Attitude. Au service certifié, nos experts connaissent beaucoup de choses. Si votre niveau de liquide de frein est bas, vos plaquettes de frein sont peut-être usées. Ah ouais? Vraiment, beaucoup de choses. Puis si vous prenez la première sortie en sortant du tunnel, puis que vous gardez votre gauche, vous allez gagner un bon 8 minutes. Mais surtout, nos experts savent comment bien vous préparer pour l'hiver avec le duo Inspection Multipoint et Vidange d'huile à partir de seulement 99,95. Visitez le service certifié de votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC Cadillac. Détails sur monservicecertifié.ca. Monopoly d'ici de McDonald's. Ça pourrait se gagner n'importe où, comme au service au volant à Moncton ou sur un lac à Sainte-Agathe.
Catherine F. de Vaudreuil-Dorion a réclamé 5 000 $ en argent. Darlene M. de Edmonton a réclamé un Golf Sportwagon All-Track 2017. Monopoly d'ici de McDonald's, c'est des millions de prix et une chance sur 5 de gagner. Et vous, où gagnerez-vous? Le nombre de prix offerts diminuera et les chances de gagner pourront varier lorsque les prix seront réclamés. Voir les détails dans le règlement officiel dans les restaurants McDonald's du Canada participants ou à mcdonald.ca/Monopoly-FR. Monopoly est une marque de commerce de Hasbro, aucun achat requis. Minarno est actuellement à la recherche d'une personne dynamique pour combler le poste de géologue de terrain. Les candidats intéressés sont appelés à soumettre leur dossier de candidature avant le 4 novembre prochain. Pour plus d'informations, visitez le www.minarno.com dans la section carrière. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. On va parler de cette vaste enquête sur la santé des Québécois et des principaux résultats pour la Côte-Nord. Ça a été diffusé par le CIS Côte-Nord. Des données quand même impressionnantes, là. Une enquête qui a été jusqu'à questionner 2800 personnes dans notre région seulement. On en parle avec le directeur de la santé publique pour la Côte-Nord, le docteur Stéphane Trépanier. Bonjour, Monsieur Trépanier. Bonjour. Alors, quand même, là, une enquête assez exhaustive, hein. Ça donne des données intéressantes pour, notamment, de fixer certaines priorités en santé publique dans notre région. Tout à fait. Ça arrive juste à point, là, puisqu'on a aussi un nouveau plan d'action régional qui va sortir bientôt. Donc, ça nous donne un bon portrait pour planifier nos actions pour les prochaines années. Est-ce qu'on a été surpris de certains résultats? Je vois, entre autres, là, au niveau du surplus de poids, on a beaucoup plus de gens obèses sur la Côte-Nord qu'ailleurs au Québec, quand même. Pour la Côte-Nord, oui, en effet, c'est une personne sur 4 là, qui est considérée étant obèse. Au Québec, c'est 19%, donc 25% sur la Côte-Nord contre 19% au Québec. C'est quelque chose qui était connu de la dernière enquête où on était déjà là au-dessus de la moyenne québécoise. Donc, on n'est pas surpris, mais en fait, il y a quand même une progression là, du nombre de personnes obèses. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on met dans nos priorités dans les années à venir, puis que déjà on a commencé là, à prioriser là, durant les dernières années. Mais quand on dit obèse, le terme là, peut faire peur quand même. Là, obèse, là, c'est un gros mot. C'est quoi les critères pour être considéré comme dans l'obésité? En fait, c'est un calcul, c'est un petit peu difficile à expliquer, mais on appelle ça l'indice de masse corporelle. Donc, quand l'indice de masse corporelle est au-dessus d'une valeur qui est de 30 pour l'obésité, ça rentre dans la catégorie là dans cette catégorie-là. Le calcul se fait là, en considérant le poids et la taille des personnes. Puis quand on est la catégorie en dessous, donc lorsque ce calcul-là d'indice de masse corporelle va être entre 25 et 30, là on est dans la catégorie en bon point. Donc c'est les deux catégories en bon point et obésité qui sont considérées comme étant du surplus de poids. Et quand même les résultats en Basse-Côte-Nord, par exemple, on parle de 44%. Moi je me l'explique mal. Est-ce que vous comprenez le phénomène? Qu'est-ce qu'il y a de différence à Côte-Nord pour qu'on se retrouve avec ce genre de problème? Mais ce qu'on sait, c'est que les populations qui habitent des quartiers plus urbains, donc des quartiers où les gens peuvent avoir accès à une mixité puis une densité de services dans un périmètre plus étroit, vont plus souvent utiliser la marche pour se rendre au travail, pour faire toutes leurs commissions, et beaucoup moins l'auto. Donc on sait que sur la Côte-Nord, on utilise beaucoup plus l'auto que peut-être dans d'autres régions. On sait aussi que c'est plus difficile chez nous de faire pousser nos propres jardins, donc d'avoir accès à des aliments, des légumes frais. C'est deux hypothèses qu'on a là, par rapport à l'accès aux aliments sains, puis aussi là, l'utilisation de l'auto qui est plus grande que dans d'autres régions. Oui, le sondage nous dit aussi qu'on est un peu moins actif dans nos loisirs. Là, il y a peut-être trop de sportifs de salon sur la Côte-Nord. C'est possible aussi là. Effectivement, dans les loisirs, on a du travail à faire aussi, puis on travaille beaucoup là-dessus là, au cours des dernières années à travailler avec les municipalités pour augmenter le nombre d'infrastructures puis de possibilités de bouger dans chacune des villes. Vous l'avez dit, ça devient donc une priorité là pour contrer le surplus de poids parce que on y associe quand même certains problèmes de santé là. Il y a plus de risques en tout cas, entre autres pour le diabète et le cancer. Comment on peut prévenir ça, l'obésité dans une région comme la Côte-Nord là? C'est pas évident sur un vaste territoire non plus là. Non, c'est pas évident. On essaie de multiplier les stratégies. Donc c'est sûr qu'on va récemment, on a même offert aux gens là, de pouvoir avoir des séances individuelles pour parler avec des nutritionnistes et des kinésiologues. On a attaché ça avec les GMF, puis l'UMF à Bécomo, entre autres. Ça, c'est une des stratégies.
oui, mais on y va aussi plus large. Donc, comme je disais, on veut multiplier les possibilités pour les gens de faire des choix santé. Donc, on va travailler avec les épiceries, avec toutes les installations qui ont des machines distributrices. On veut présenter une offre d'aliments sains aux gens. On travaille aussi pour augmenter les infrastructures, comme je disais, là, pour faire des activités physiques. Donc, on travaille sur plusieurs niveaux. Il y a des politiques aussi qu'on peut travailler avec les municipalités pour éviter, exemple, qu'il y ait de la restauration rapide à proximité des écoles. On va travailler dans les écoles aussi en amont là, pour que les gens puissent, dès le jeune âge, là, faire des choix plus santé, même au niveau là, des CPE, des boîtes à lunch et tout ça. Donc, on essaie vraiment d'agir sur plusieurs fronts, mais il faut être conscient là, de ce qui fait finalement des contraintes à bouger plus, puis on les connaît bien. Là, c'est aussi le temps qu'on a, c'est la possibilité d'avoir des gens avec qui faire de l'activité physique. Donc, c'est des choses aussi qu'on peut travailler. Là. On va vous souhaiter des budgets pour la prévention. Je sais que ça relève pas nécessairement, les décisions relèvent pas du directeur de la santé publique, mais ça va en prendre à quelque part si on veut avancer. Dans d'autres domaines, Dr Trépanier, il y a quand même une amélioration intéressante au niveau de l'usage de la cigarette. C'est ce qu'on constate dans cette enquête sur la santé des Québécois. Oui, c'est très encourageant. Donc, on était près de 29 là, il y a quelques années, on est rendu à 23 donc, c'est vraiment une très, très bonne amélioration. C'est encourageant. On est encore un petit peu en haut de la moyenne du Québec qui elle est à 19 à cause des filles. On est très content là, de ce résultat-là. C'est à cause des filles, si on est encore un petit peu à cause de la moyenne. Hein? Je vois ça, là, 24 des Nord-Côtières fument et 18 des Québécois. C'est le contraire, c'est l'inverse du reste du Québec. Ouais, les femmes sur le territoire ont rattrapé les hommes, là, même ont dépassé les hommes. Donc, mais c'est intéressant quand même, c'est quand on creuse là, justement nos données comme ça pour aller voir chez quel groupe cible on peut intervenir davantage. Puis on le sent là-bas, là, c'est beaucoup au niveau de l'initiation vers 13-14 ans que ça se passe. Donc, c'est en allant un petit peu plus loin comme ça qu'on peut cibler nos groupes puis mieux intervenir. En santé publique, une étude comme ça, on l'analyse comment? On regarde surtout les écarts justement entre la Côte-Nord et le Québec pour voir où on peut s'améliorer? C'est ça, on essaie d'identifier on va regarder par territoire, puis aussi on va essayer de décortiquer. Des fois, on peut avoir les données justement par sexe, par âge, puis ça nous aide à cibler vraiment, là, c'est-tu les jeunes, c'est-tu l'adulte moyen, puis ça nous aide à agir soit chez les hommes, chez les femmes, chez tel groupe d'âge. C'est comme ça qu'on peut avoir des interventions qui sont générales quand on parle d'environnement favorable, de politique, mais aussi des interventions plus ciblées sur des personnes qu'on identifie là, comme étant plus à risque. Et souvent, ça nous donne tout simplement des informations, un portrait, voir qui sont les Nord-Côtiers. Quand l'enquête nous dit, par exemple, nous révèle que 78% des gens de la Côte-Nord de 15 ans et plus là ont des relations sexuelles assez régulières contre 75% au Québec. C'est peut-être un signe de santé ou de bonheur, ça, pour une région. Ces statistiques-là, c'est sûr que c'est ça. On l'apprend, ça nous donne une idée de notre population, là, comme vous dites. Des fois, c'est pas juste des problèmes. C'est disponible, hein? Ça a été fait par l'Institut de la statistique du Québec. On peut retrouver ça sur des sites Internet, là, l'enquête Santé globale des Québécois. Il y a une section pour la Côte-Nord. C'est quand même très intéressant, Dr Trépanier. On en fait assez régulièrement des enquêtes comme ça ou on en voudrait plus, là, de ce genre de données? Celle-ci est maintenant aux 6 ans. Donc, la dernière était là, en 2008. Donc, on s'attend à en avoir une autre là, dans 6 ans. Effectivement, c'est des données qui sont très structurantes pour nos interventions. Donc, on est très content lorsqu'on les reçoit. À chaque 6 ans, en même temps, c'est pour des taux de tabagisme, des variations au niveau du poids, ça change pas là, nécessairement d'année en année. Donc, c'est correct d'avoir un certain intervalle, mais on est tout le temps très content d'avoir des données fraîches. En terminant, il y a la campagne de vaccination contre la grippe qui s'en vient bientôt. On a reçu un communiqué ce matin. Ça va commencer dans la semaine du 6 novembre sur la Côte-Nord. C'est qui votre clientèle cible pour le vaccin contre la grippe? La vaccination est faite gratuitement aux enfants de 6 à 23 mois, aux personnes avec des maladies chroniques, puis aux personnes âgées là, de 60 ans et plus. C'est sûr que les personnes âgées, on les cible beaucoup, puis les gens avec des maladies chroniques, parce que les conséquences d'avoir l'influenza peuvent être plus graves chez eux. Donc, c'est eux qu'on aimerait avoir des bons taux de couverture vaccinale, mais cible l'ensemble des clientèles que je viens de nommer. Et je pense que les gens, s'ils veulent l'information, là, c'est disponible sur le site Internet du 6 Côte-Nord pour savoir l'horaire, parce que c'est accessible à tous, c'est gratuit, mais il faut y aller au
bon moment. Oui, en effet, il y a certaines personnes, là, exemple les adultes en santé pour lesquels ils vont avoir un frais, donc c'est pas gratuit. Mais pour les clientèles que j'ai nommées, oui, c'est gratuit, puis l'horaire est sur le site. Eh bien, Dr Stéphane Trépanier, je rappelle que vous êtes directeur de la santé publique sur la Côte-Nord. Un gros merci pour cette entrevue à la radio. Ça fait plaisir, merci à vous. Bonne journée. Attitude. Aluminerie Alouette présente. Tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23, Aluminerie Alouette offre un temps d'antenne aux organismes qu'elle soutient par le biais d'entrevues consacrées à la promotion de leurs activités. Que ce soit au niveau communautaire, environnemental, culturel ou sportif, tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23. Aluminerie Alouette, engagée dans son milieu, présente. La salle de spectacle Jean-Marc Dion, en collaboration avec Vacances Inter, vous présente mercredi le 19 octobre à 20h les grands explorateurs suisses au cœur des Alpes. Depuis plus d'un quart de siècle, Pierre Dubois est de ceux qui ont fait de l'aventure leur métier en sillonnant le monde et vous invite cette fois à découvrir de plus près sa patrie, la Suisse. Situé au centre de l'Europe, au cœur des Alpes, ce pays à la culture vivante et diversifiée révèle sa beauté entourée de paysages des plus variés. Des billets sont encore disponibles au 962-0100 ou achetez-les en ligne en tout temps au www.spectacle-7-il.com. Votre salle de spectacle présente pour vous sur Facebook. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Et Valérie, on va parler entre autres de ce fameux trou noir dans les prochaines minutes avec la porte-parole d'Action Chômage Haute-Côte-Nord, mais qui répond quand même à tous les demandes là qui regroupent un peu des gens partout sur la Côte-Nord. Madame Lynne Sirois, bonjour. Bonjour. Madame Sirois, la dernière fois qu'on s'est parlé à Côte-Nord Attitude, vous m'aviez dit que vous alliez changer de nom là pour devenir Action Chômage Côte-Nord. C'est parce que ça coûterait trop cher changer le logo sur vos communiqués? Oui, c'est tout changer le niveau paperasse, mais comme je vous disais, nous, on n'a pas les moyens d'aller à Port-Cartier, à Sept-Îles, on n'a pas les moyens financiers, mais on aide les gens à même avec quand les gens nous appellent, on peut les accompagner. J'en ai accompagné quelques-uns de chez vous dans des dossiers qui étaient problématiques à l'assurance-emploi. Donc, vous faites de l'aide directe aux gens, mais dans le fond, Action Chômage, c'est un groupe de pression, là, finalement. Oui, c'est avant tout un groupe de pression au niveau du gouvernement avant de faire changer les lois qui sont injustes pour les travailleurs saisonniers et pour les travailleurs qui sont malades aussi. On a plusieurs revendications pas seulement pour les travailleurs saisonniers. Et bien sûr, les travailleurs saisonniers, leur gros problème, c'est le trou noir. Là, Justin Trudeau avait promis de régler ça. Ça s'est pas fait dans sa première année au pouvoir. Exactement. Justin Trudeau, dans une autre radio, avait fait des promesses en disant que le gouvernement conservateur comprenait rien aux régions qui avaient du travail saisonnier, que c'était pas les travailleurs, mais les régions qui étaient saisonnières. On sentait que la Côte-Nord, c'est une région où il y a du travail saisonnier et on demande qu'ils revoient la loi pour que les gens aient plus de semaines, qu'ils arrêtent de vivre ce fameux trou noir. J'ai eu des commentaires sur plusieurs travailleurs qui ont fini, qui disent qu'en février, ils n'auront plus d'assurance-emploi. C'est inacceptable. Dès le mois de février. Puis c'est souvent des gens qui sont, l'exemple, c'est l'industrie de la pêche, là, en Haute-Côte-Nord, comme ici, à Sept-Îles-Port-Cartier. Il y a beaucoup de gens dans l'industrie de la pêche. On n'a pas le choix de la date du retour, puis souvent, on n'a pas le choix, il n'y a pas d'emploi ailleurs. Ben, l'été, il y en a des emplois. On se cachera pas. L'été, il y en a des emplois en Côte-Nord, comme chez vous. Mais l'hiver, même si on voudrait, ils peuvent pas. On est 3-4 000 qui sont sous le chômage. Il n'y a pas personne qui va être capable d'engager 3-4 000 chômeurs en pleine saison. Ouais, c'est pour ça qu'on demande au gouvernement de revoir son système pour nous donner la même chose ou à peu près. Je vais vous donner l'exemple le plus concret, c'est que chez nous, ça prend 595 heures pour se qualifier à l'assurance-emploi. On a le droit à 18 semaines. En Gaspésie, c'est 420 heures pour 32 semaines. Nous, chez nous, comme chez vous, pour faire 32 semaines de chômage, il faut travailler 1400 heures. Ouais. Fait que vous voyez qu'il y a comme de quoi qui a été incompris par le gouvernement. Mais ça marche comment? Comment est-ce qu'on a défini que ça, à Côte-Nord, ça prenait plus d'heures qu'en Gaspésie? Dans certaines industries, la Gaspésie et la Côte-Nord, c'est comparable en baptême, là.
c'est comparable. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont fait des régions administratives, ils ont jumelé des régions ensemble, puis la Côte-Nord est jumelée avec une partie du Bas-Saint-Laurent, une partie du Lac-Etchemin, une partie du Chicoutimi. Je vois pas tout vous défiler par cœur, mais ils ont fait un jumelage qui donne un taux de chômage qui est faussé. Et le taux de chômage se rapproche de 9 %, tandis qu'on sait très bien que chez nous, en Haute-Côte-Nord, le taux de chômage est à 20 %. Ouais. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est d'arrêter d'en habiller un, déshabiller l'autre. Ce qu'on veut, c'est que tous les travailleurs saisonniers soient reconnus comme tels, puis qu'ils donnent assez de chômage, puis pour attendre le retour au travail l'année suivante. Je pense que c'est pas sorcier. Puis on a des chiffres qui demandent que même si il donnerait 50 semaines aux gens, les gens ne prennent pas au complet le chômage quand le retour, ils sont rappelés à l'assurance, ils sont rappelés au travail. Ils prennent pas toutes leurs prestations, ça a été prouvé. La problématique, c'est qu'ils donnent pas assez de prestations pour attendre le retour au travail. Oui. En tout cas, les réformes avec Stephen Harper, avec les conservateurs, c'était comme assez clair. Là. On envoyait un message, c'est que le chômage, ça devrait pas exister au Canada. Trouvez-vous de l'ouvrage. On envoyait des gens à travailler à plus de 50 kilomètres de chez eux. Finalement, on a voulu vous faire passer les chômeurs comme des paresseux, des gens qui veulent pas travailler. Mais dans le cas des emplois saisonniers, c'est différent quand même. Ben oui, c'est le message. C'est le message, c'était déménager, là. C'était aussi simple que ça, là, parce que t'en as pas d'emploi, ils t'obligeaient à aller cogner aux portes l'hiver, à aller porter des CV, à aller travailler à une heure de chez vous, au salaire minimum, ça avait comme pas de bon sens. Fait que la seule solution que les gens ont pour s'en sortir, c'est de déménager. Puis on le voit, là, c'est ce qui a été fait, là. Si on voit les chiffres, on voit que la Côte-Nord a un taux record, là, de gens qui sont partis, là. Ouais. En fait, la vraie solution, ça serait de calculer là les règles du jeu par MRC. Juste entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre, il y a 2h15 de route. On s'en ira pas déménager là-bas pour travailler. Là, on peut pas revenir coucher chez nous avec un travail à 2h15. Ça devrait être ça la règle, non? Ouais, ben la règle, ça devrait être que quand on a un travail saisonnier, qu'on ait assez de semaines pour attendre le retour au travail. C'est facile. On rajoute, au lieu de nous donner 18 semaines, d'en rajouter au moins une dizaine de semaines pour que les gens puissent faire la roue. Ça peut très bien se faire, puis ça peut se faire demain matin si le gouvernement a la volonté de le faire. Oui, mais là, ils vous répondent pas. Quoi, vous avez écrit à la ministre, vous avez interpellé M. Trudeau, puis c'est la députée du Bloc québécois qui vous a répondu. Non, on a interpellé la ministre cette semaine. Oui, je vous dirais qu'on a eu une bonne approche avec... on parle pas du Parti conservateur, on parle pas du même gouvernement. Là. Le gouvernement nous écoute. Ils n'ont pas avis, ils sont en mode écoute, ils sont venus nous consulter. Et, on les a rencontrés ici, on les a rencontrés à Montréal, fait 2 rencontres qu'on a. On parle toujours du même problème. Nous, on a 2 revendications qu'on tient mordicus, c'est pour les travailleurs saisonniers et pour les personnes qui ont besoin d'assurance chômage quand ils sont en maladie, qui est autant, même plus dramatique encore. Quand les gens tombent malades, qui ont un cancer, qui viennent se dire, mais vous avez que 15 semaines, après ça, c'est fini. Vous pouvez pas avoir d'assurance emploi. C'est dramatique. Fait que nous, c'est 2 frères de bataille qu'on mène de plein front. Et quand M. Massé, qui est député de Matane, il est venu en consultation, on lui a remis des documents, on lui a parlé du trou noir, puis il y a une très bonne écoute. Puis il sait très bien la problématique qu'il y a chez nous. Maintenant, ben, ce qu'on veut, c'est que c'est le temps d'agir. Ben oui, parce que les gens, là, ils en ont plus de sous, là, présentement. Là. Le gouvernement semble à l'écoute, mais il agit pas assez vite à votre point de vue. Là, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui mettre de la pression? Je voyais sur Internet, là, l'assurance emploi, c'est important pour tout le monde. Les sans-chemises, on peut-tu encore signer, une lettre ou une pétition à quelque part? Oui, vous pouvez aller sur le site du Conseil national des chômeurs, sur le site web, et vous allez avoir un lien pour signer en ligne la carte postale, l'assurance emploi, c'est important pour tout le monde. Bon, parce qu'on appelle ça maintenant, c'est le mouvement des sans-chemises, sur le site Internet, les sans-chemises, parce qu'on n'a pas de col bleu, pas de col blanc, on est des sans-chemises. C'est ça, c'est un mouvement national où il y a toutes sortes de comités qui est là-dessus, des syndicats. Et tout ce monde-là, ont eu les mêmes revendications qu'il y a sur notre carte postale, c'est de mettre fin au trou noir des travailleurs saisonniers et d'avoir de l'assurance chômage maladie pour les maladies graves, l'amélioration des conditions d'admissibilité pour les gens en temps partiel, ça aussi, on n'en parle pas assez.
puis un meilleur accès aux tribunaux administratifs. C'est un comité qu'on s'est mis ensemble, une coalition, je vous dirais, pour être plus fort encore. Et on le fait durant la campagne électorale et ça a très bien marché. Ben, on va vous souhaiter d'être entendu davantage et d'avoir des gestes concrets de la part du gouvernement. Madame Lynne Sirois, je rappelle que vous êtes porte-parole d'Action Chômage Côte-Nord. Un gros merci pour l'entrevue radio en direct. Merci. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pour vos parties de bureau qui s'en viennent, Mel Traiteur a des formules à prix imbattables. Appelez-nous au 88 968 89 23 ou venez nous rencontrer à nos locaux au 493 à Brochu. Aussi disponible en semaine, nos menus du midi pour emporter à partir de 8,50 $. Venez nous voir, c'est une bonne habitude à prendre chez Mel Traiteur. Valérie, on va faire un petit retour sur la commission indépendante sur l'éducation à la petite enfance qui était à Sept-Îles, qui a commencé sa tournée du Québec par Sept-Îles. On va faire 13 autres villes au cours des prochaines semaines. D'abord, on va s'entretenir avec 2 porte-paroles de la CSN dans le dossier. Et ensuite, Christelle Savard de la Maison de la Famille sera avec nous. L'entrevue avec la CSN a été enregistrée hier lors d'une conférence de presse, justement, en marge de cette commission. On l'écoute dans quelques instants. Au service certifié, nos experts connaissent beaucoup de choses. En dessous de 7 degrés, des pneus d'hiver sont plus efficaces que des pneus 4 saisons. Ah ouais? Vraiment beaucoup. Puis si vous stationnez votre auto de l'autre côté de la rue, le soleil va faire fondre 30% plus de glace sur votre pare-brise. Ah ouais? Mais surtout, nos experts savent comment bien vous préparer pour l'hiver avec les pneus d'hiver à partir de seulement 99,95 installation incluse et la garantie du meilleur prix de 30 jours sur les pneus et les freins. Visitez le service certifié de votre concessionnaire Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac. Détails sur monservicecertifié.ca. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. La CSN participe à cette consultation indépendante sur la politique sur la petite enfance au Québec. Cindy Saint-Laurent est la vice-présidente au niveau de la CSN Côte-Nord. Madame Saint-Laurent, les coupures ont fait mal dans notre réseau de CPE sur la Côte-Nord, là. Effectivement, on ressent beaucoup d'effets néfastes dans la région. Concrètement, entre Bécomo et Sept-Îles, on a vécu des coupures qui se sont effectuées sur des coupures de postes à temps plein. Au moins 8 postes temps plein ont été abolis. Dans les heures aussi par semaine, des réductions de jusqu'à 6 heures par semaine dans les postes au travail. On a aussi des postes de désinfection qui ont été abolis, des heures pédagogiques enlevées aussi aux éducatrices. Donc, il y a beaucoup de coupures dans la région. Et ça, c'est réparti un peu partout, quoi? Ça va pas avec les listes d'attente ou la densité de la population? Tous les CPE y ont goûté dans une région comme la nôtre? Oui, tous les CPE y goûtent. Tout le monde doit couper dans le plus qu'il peut avoir dans son CPE. Madame Stéphanie Tanguay, vous êtes présidente là ici à Sept-Îles au niveau de la CSN des employés. Quelle forme ça prend dans nos CPE à Sept-Îles-Port-Cartier, là, les coupures? Il y a plus de roulement de personnel. Il n'y a pas moins d'enfants pourtant, hein? Non, effectivement, il n'y a pas moins d'enfants. Au contraire, il y a plus d'enfants parce que dans les CPE présentement, on fait du surbooking, c'est-à-dire que si j'ai un CPE de 57 places, ben je vais me mettre 60 enfants. Fait que le matin, quand il va y avoir quelqu'un d'absent, il y a automatiquement un autre enfant qui va être remplacé, qui va prendre sa place, qui va aller, on ne sait pas dans quel local où il va avoir de la place cette journée-là. Donc, c'est officiel qu'il n'y a pas moins d'enfants. Les travailleuses ont beaucoup plus de tâches à effectuer au niveau de l'entretien. Ça a été coupé. Une partie de l'entretien a été coupée. Les travailleuses ont plus de tâches à faire dans ça. Avant, les travailleuses avaient des pauses payées. Maintenant, on appelle ça des autopauses. On s'entraide. Ma collègue va partir en pause, donc je vais surveiller son groupe d'enfants pour être sûr qu'il se passe rien le temps qu'elle est partie en pause. Donc, ça touche nos travailleuses directement dans leur travail. C'est un petit bout de temps que la CSN dénonce cette situation-là. Là, depuis plus d'1 an, je me souviens d'une conférence de presse où on parlait même de coupures jusque dans l'alimentation de nos enfants. Si je comprends bien, on n'a pas moins de place. Il y a autant de place pour nos enfants. On n'a pas moins non plus de services, mais c'est la qualité là qui y goûte. Exactement, c'est la qualité qui est touchée directement. Comme vous dites, la cuisine, on utilise plus de canage. Les légumes frais sont de moins en moins présents. On utilise plus de canage au niveau des poissons. Donc, c'est la qualité auprès des enfants, puis la qualité du travail des éducatrices aussi qui doivent couper dans
présence avec les enfants pour faire l'entretien du local. Donc, c'est toutes ces coupures-là qui affectent tout le monde, en fait. Ça affecte les parents, mais ça affecte surtout nos jeunes, la petite enfance. On en parle souvent de l'importance de cette étape-là dans la vie d'un être humain. Là, ça veut dire qu'on part la vie d'un moins bon pied. Ben, on essaie de faire notre travail quand même du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Je pense pas que le travail des éducatrices qui font avec les enfants est moins bon. Ça affecte le moral quand même. Ben, ça affecte le moral des travailleuses, oui, mais en fait, on donne le meilleur de nous-mêmes aux enfants quand même. Là, on essaie de leur donner le meilleur qu'ils ont besoin pour la petite enfance. L'occasion est belle aujourd'hui, Madame Saint-Laurent. Là, la commission indépendante sur la petite enfance commence à tourner du Québec à Sept-Îles. Vous allez dire quoi à cette commission-là? Là, vous allez en profiter sans doute. Oui, on va aller dénoncer les coupures qu'on subit dans le réseau, dans les CPE, les charges augmentées pour les éducatrices et effectivement, on va dénoncer que les enfants, c'est eux qui paient au bout de la ligne. Ici, sur la Côte-Nord, bon, la CSN, vous représentez les travailleuses. Il n'y a pas de conflit quand même entre l'employeur. Là. Les dirigeants de CPE pensent un peu la même chose que les travailleuses dans un cas comme ça. C'est surprenant quand même. Oui, mais là, on travaille tous dans la même direction. Donc, les employeurs, autant que les employés, on veut le bien-être de notre réseau. C'est pas avantageux pour personne, les coupures. Donc, on s'appuie mutuellement dans cette bataille-là. Donc, on va utiliser la commission indépendante aujourd'hui, mais le message, c'est au gouvernement qui s'adresse, là. Oui, effectivement, c'est au gouvernement que tout le monde va s'adresser aujourd'hui. Et la solution, elle est où? C'est davantage de fonds publics dans notre réseau de CPA, c'est ça que ça prend? Ben, on demanderait de l'investissement, mais surtout d'arrêter les coupures excessives qui suivent depuis de plusieurs années, depuis au moins 2003 qu'on est attaqué à tous les années. Les parents, financièrement, là, ils respectent les règles du jeu puis ils font tout ce qu'ils peuvent dans un contexte comme ça. Est-ce que vous sentez que vous avez l'appui des parents dans ce débat-là, là, cette mobilisation-là? Ben, les parents ont été touchés aussi dernièrement avec les augmentations des frais de garde à la journée aussi. Ça a passé de 5 $ à 7 $ en 2004, de 7 $ à 7,30 $ en 2014 et en 2015, on a eu la modification des tarifs selon le revenu du parent. Puis oui, dans la région, moi, j'ai constaté qu'il y a des parents qui ont retiré leurs enfants des milieux parce que ça leur venait plus cher de venir porter leur enfant en CPE plutôt qu'aller travailler. Bon, on avait l'impression à un moment donné que le gouvernement voulait favoriser davantage les garderies privées. Est-ce que vous avez l'impression que c'est ça qui est sous-jacent là au débat puis qu'on dit pas quoi? Ben moi, je pense que c'est une façon déguisée, oui, de dire radio au réseau des CPE pour avantager les garderies commerciales. Au niveau de l'ensemble de la population, bon, c'est sûr que les gens veulent payer le moins de taxes possible. Ça fait partie de nos taxes et impôts. Ce que vous avez comme revenu là, à part la participation des parents. Est-ce que vous pensez que la population vous appuie aussi dans ce débat-là? Là? Ben, le bien-être des enfants, je pense qu'un parent, c'est dans son avantage, puis c'est dans leur bon vouloir aussi de venir porter son enfant à tête reposée, savoir que leur enfant est bien nourri, bien occupé, bien encadré. Donc oui, je crois que la population est derrière nous. C'est toujours le bien-être des enfants qui est en bout de ligne. Et Mme Tanguay, elle est à la base avec dans les CPE de Sept-Îles. Les parents, on les voit tous les jours quand on travaille dans un CPE. Est-ce que vous avez des feedbacks des parents? Ils s'en aperçoivent que la qualité des services et la motivation des travailleuses est peut-être moins là cette année? Ben les parents s'aperçoivent qu'il y a des coupures, c'est sûr et certain, là, à tous les jours, que ce soit là dans l'achat de matériel périssable, ben il y a moins d'achats qui se fait. Donc c'est sûr que les parents s'en aperçoivent. Par contre, les parents sont compréhensifs, ils savent que c'est pas de notre ressort à nous. Madame Saint-Laurent, on en profite donc, on dépose un mémoire aujourd'hui, quoi. C'est quand même national là, ce débat-là. La CSN va intervenir partout au Québec. Ben moi pour la Côte-Nord, c'est sûr qu'on va faire notre travail. On va aller à la commission itinérante aujourd'hui, mais je crois que dans les autres régions, les conseils centraux vont soutenir les travailleuses des CPE, toutes des services. Ça concerne aussi les milieux familiales, régies ainsi que le secteur scolaire aussi. Donc on est tous ensemble dans la même bataille. Mesdames, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci. Côte-Nord. Attitude. Et on va continuer cette discussion sur la petite enfance. J'avais le goût de sortir un peu de la dynamique là entre une association patronale qui organise une commission, puis le syndicat qui dénonce des coupures, puis peut-être parler des vraies affaires concernant la petite enfance. Fait qu'on a invité une maman qui est impliquée dans le dossier, qui a présenté qui a discuté avec la commission hier là au niveau de son emploi. Elle est à l'Envol Maison de la Famille. Christelle Savard, bonjour. Ben bonjour. C'est avec la table de concertation. Comment est-ce qu'on appelle ça?
bon départ. Ensemble pour un bon départ. Ensemble pour un bon départ. Ça regroupe quelques organismes, ça, à cette île. Oui, en fait, c'est une mobilisation qui vise le développement global des enfants 0-5 ans. Donc, on retrouve le milieu scolaire, le milieu municipal, on retrouve les CPE, les organismes communautaires, donc à la source, Homme-Cette-Île, pour ne nommer que ceux-là, mais vraiment un ensemble de partenaires qui travaillent de près ou de très près avec la petite enfance. Bon, et qu'est-ce que tu allais dire au commissaire de passage à cette île hier pour réfléchir sur l'éducation à nos petits bouts de chou, là? Oui, ben ce que j'allais dire au commissaire, en fait, c'est que, le développement de l'enfant, c'est ultra important. Tu sais, on pense souvent à l'entrée à l'école, c'est plus le temps d'intervenir rendu là. Ou c'est peut-être pas le moment qui a le plus d'impact. Plus on agit tôt, plus on a un pouvoir sur le futur de ces enfants-là, finalement. Tu es en train de nous dire que les mauvaises habitudes, ça se crée à la petite enfance, avant d'arriver à l'école, souvent. Ben oui, puis même, je vous dirais, c'est moins 9 mois. Donc, tu sais, c'est aussi les parents. Souvent, on a tendance à vouloir pallier aux différentes problématiques que les parents peuvent vivre, mais il faut se rappeler que le premier éducateur de l'enfant, c'est son parent. Donc, faut l'habileter, faut travailler avec lui pour lui donner confiance en ses compétences parentales. Fait que, tu sais, je pense que ça commence là. Fait que dès que le bébé, on sait qu'il va se pointer, là, c'est là que c'est le temps de travailler, finalement. Là. Mais ça a beaucoup changé quand même au Québec, là. La génération de ma mère, c'était très clair. Les madames restaient à la maison, puis s'en occupaient très bien de la petite enfance. Après ça, tout a été chamboulé autour des années 70, les femmes au travail, puis tout ça. C'est quand même un chamboulement qui est venu assez vite. Là, ça brasse un petit peu les habitudes. Ben c'est sûr que aujourd'hui, la plupart des familles, les deux parents travaillent ou si les deux parents sont toujours ensemble. Fait que c'est sûr que c'est plus d'organisation. Faut pas se le cacher. Les enfants souvent passent la semaine soit dans un CPE, dans un milieu de garde familiale, dans un milieu de garde privé. Tu sais, il faut y penser à ces choses-là. Faut mettre des choses en place pour que nos enfants aient les acquis nécessaires lorsqu'ils vont rentrer à l'école. Ben de là, la nécessité justement d'investir dans ces places-là, dans ces CPE, dans ces garderies, parce que veux pas, les enfants passent beaucoup de temps là. Puis je vous dirais oui, les garderies, parce qu'on pourra pas, c'est non négligeable ce que les CPE et les milieux familiaux font, parce que, je veux dire, c'est régi, il y a quand même un suivi qui est fait, on s'assure d'une certaine qualité là d'éducation auprès des enfants, mais moi je vous dirais, c'est aussi une continuité de service. Donc c'est pas que les CPE qui vont travailler à essayer d'améliorer les différents programmes d'éducation pour les enfants. Si je fais une pensée au communautaire qui fait beaucoup de choses, ne serait-ce que l'envol maison de la famille, que des ateliers parents, le milieu communautaire, je trouve, qui vient pallier à certaines difficultés. On n'est pas capable de régler qu'avec les CPE ou avec les programmes qui sont gouvernementaux, entre parenthèses. Est-ce qu'il y a des trous de service? Est-ce qu'il y a des parents, des mamans qui sont pas bien dans tout ça? Les CPE, il y a un coût à ça aussi. Là, maintenant, ça a augmenté pas mal. Les garderies à Saint-Pierre, on n'en parle plus, là. Ben non, puis on se le cachera pas que ce que ça va avoir comme impact, et il y en a déjà de ces cas-là, mais ce que ça a comme impact, c'est qu'il y a des enfants qui ont fréquenté aucun service de garde, qui se sont fait garder par grand-maman. Je sais pas que c'est pas bon, mais souvent, ce que ça fait, c'est que la journée où l'inscription à l'école se fait, ben c'est des petites bombes à retardement qu'on sait pas où en est leur développement, puis souvent, ces enfants-là ont besoin de services plus approfondis quand ils rentrent au préscolaire. Ouais, puis chez nous, il y a probablement des mœurs différentes dans les communautés autochtones également. Ça faisait pas mal de choses à jaser. Pour ce qui est de l'envol, tu l'as mentionné, vous avez quand même beaucoup de services à la petite enfance, des ateliers, souvent des affaires bien précieux pour les mamans, finalement, pour les parents, même avant que l'enfant vienne au monde aussi. Là, tout ça, c'est précieux. Est-ce que on est bien équipé à cette île pour soutenir les mamans, les parents et la petite enfance en général, d'après toi? Ben, t'en as 2 ans et demi, là. T'es capable de me répondre à ça? Je suis capable de répondre. Mais ce que je peux vous dire, il y a rien de parfait. Ça sera jamais parfait, peu importe la région ou la communauté. Je vous dirais, il y a rien de parfait. Cependant, je peux dire qu'à cette île, notre force, c'est vraiment le réseautage, la concertation. On essaie que ces trous de service-là ou les besoins des familles soient entendus. Puis on essaie de mettre des choses en place qui sont plus adaptées aux réalités et aux besoins de nos familles. Puis, tu sais, je pense que le communautaire a cette facilité-là de s'adapter parce que, bon,
Il y a pas personne qui vient nous dire, ben ok, vous avez un programme éducatif à respecter. Oui, on a des grandes balises qui nous viennent du ministère comme n'importe quel organisme. Par contre, on a une certaine latitude. Puis de plus en plus, je vous dirais que on travaille avec le milieu scolaire pour s'assurer, bon, c'est quoi les attentes du milieu scolaire quand on travaille avec les familles, comment qu'on doit les préparer, ces familles-là, ces enfants-là, pour que quand ils vont arriver, qu'il n'y ait pas une espèce de, excusez l'expression, un clash entre ce qu'eux pensaient puis c'est quoi la réalité. Fait qu'on essaie vraiment de mettre des choses en place pour répondre, oui, à tous les enfants, à des enfants avec des besoins particuliers, puis avec des enfants que, malheureusement, ils tombent dans des trous de service, puis quand ils arrivent à la rentrée au préscolaire, ben malheureusement, on n'a aucune information sur Puis souvent, c'est les familles à plus faible revenu, les mères monoparentales. Quand on parle de la petite enfance, la réalité peut être différente si on vit ça en couple ou si on vit ça tout seul aussi. Là, c'est là souvent où on a besoin d'aide. Là. Ben oui, puis tu sais, moi je dis toujours, comme parents, on donne pas ce qu'on veut, on donne ce qu'on a. Fait que c'est sûr qu'il y a des parents qui font leur gros possible, puis ils ont besoin d'être accompagnés là-dedans. Puis c'est certain que, tu sais, je pense aux communautaires, souvent l'approche est différente aussi. Puis il va toujours avoir des parents qui ont un milieu plus encadrant. Ça fonctionne pas. Donc, d'aller porter l'enfant à 8 heures le matin quand il est pas levé à cette heure-là, ben ça prend d'autres alternatives pour pouvoir l'accompagner, ce parent-là, avec son enfant. Fait que je pense que d'où l'importance d'avoir vraiment un arrimage entre les services, puis qu'on soit capable de travailler ensemble. Donc, c'est pas de détruire l'autre, c'est pas de dire qu'on fait mieux que l'autre, mais c'est de travailler ensemble pour s'assurer que cet enfant-là soit le mieux entouré possible. Et on le fait bien, je pense, à la table de concertation, ensemble, pour un bon départ. J'imagine qu'on le fait aussi en laissant à chacun de vos membres là, sa mission, travailler dans sa mission. Moi, je suis impliqué, puis je sais qu'il y a un beau projet pour pères et enfants au niveau de l'organisme Homme Sept-Îles. Chacun travaille dans son secteur aussi, en plus, là. Ben oui, ben c'est sûr qu'on utilise les forces, les connaissances, les compétences de chaque partenaire. Je veux dire, on n'ira pas s'improviser expert au niveau du milieu scolaire. Si on a quelqu'un de la commission scolaire, on va utiliser ces forces-là, puis on va utiliser ces connaissances-là pour essayer de faire les plus beaux projets possibles, puis toujours en se basant sur les besoins des parents, parce que comme je l'explique, c'est eux les premiers acteurs du développement de leur enfant. Puis ça, faut le respecter. Puis là, ça fait 6 minutes qu'on parle de la petite enfance, puis on n'a pas parlé des CPE comme tel. C'est un petit peu ça que je voulais. Pourquoi qu'il va pas d'un CPE, toi, ton enfant? C'est parce qu'il est heureux sans y aller? Non, en fait, pas du tout. Moi, quand j'ai accouché, puis c'était le temps de retourner au travail, ben malheureusement, j'avais pas de place en CPE. Bon, c'était la réalité à ce moment-là. C'est ça, la réalité qui a changé depuis. Oui, ben c'est certain que moi, j'ai eu la chance au départ, elle était en milieu familial subventionné. Mais comme j'ai dit au commissaire hier, je dis finalement, moi, ma fille va au privé parce que mon éducatrice en milieu familial a décidé de se désaffilier dans le fond du bureau coordonnateur parce que c'était extrêmement lourd. Donc, tout ce qui était administratif, la paperasserie, ces choses-là, puis on en a parlé, je sais que les CPE en ont parlé hier à la commission, c'est beaucoup de travail. Pensez à une éducatrice qui est toute seule avec ses petits mousses, puis il faut qu'elle fasse la paperasse, il faut qu'elle s'assure que ses instituts... il y avait vraiment une odeur, puis elle a décidé de se désaffilier tout simplement. Bon, j'aurais pas d'emblée nécessairement choisi le privé. Je pense pas que c'est une guerre à y avoir. Je pense que dans un premier temps, en tant que parent, l'important c'est de s'assurer que notre milieu répond à une certaine norme de qualité. Bon, je pense qu'il y a des très bonnes éducatrices au privé, comme au niveau des milieux familiaux subventionnés, comme dans les CPE. Mais je pense que c'est la diversité qui va vraiment faire. Et c'est l'enfant qui doit rester au cœur. Où l'enfant est bien. Si l'enfant est bien dans un CPE, tant mieux. S'il est bien dans un milieu familial, tant mieux. C'est en plein ça. Puis je pense que comme parent, il faut y aller avec nos valeurs. Ben, Christelle Savard, maman et porte-parole de la table de concertation Ensemble pour un bon départ à l'emploi de l'Envol Maison de la Famille. Merci beaucoup pour ton passage à Côte-Nord Attitude. Merci pour l'invitation. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Puis tout ça pendant l'événement Ennuyant à tout prix. À tout prix comme dans, ça m'en prend une, peu importe combien ça me coûte? Non, à tout prix comme dans, on passe en mode liquidation, puis on inclut les pneus d'hiver. OK. À tout prix comme dans, si je comprends pas que Nissan me fait un méchant deal, empêche-moi de postuler comme analyste à la Banque mondiale. Voilà. Jusqu'au 31 octobre, Nissan vous offre les pneus d'hiver sans frais sur les modèles 2016 sélectionnés. Des conditions s'appliquent. Passez chez Nissan pour les détails.
Le plus grand magasin de liquidation sur la Côte-Nord, c'est chez nous, à Sept-Îles qu'on le retrouve. La liquidation du 460 Place du Commerce. On a de tout pour tous vos besoins. Que ce soit pour la salle à manger, le salon, la chambre à coucher, on a même des vêtements pour toute la famille. Des nouveautés vous attendent à toutes les 2 semaines. En plus, obtenez de 20 à 30% de rabais sur les ensembles de salon et de cuisine. Quand on parle de bonne affaire, on parle de la liquidation du 460 Place du Commerce. N'oubliez pas, on offre le financement de vos rêves. Aucun crédit refusé. Passez nous voir. C'est l'heure du lunch chez Tim Hortons avec le nouveau wrap poulet Bacon et sauce ranch. Et du poulet avec du bacon, c'est une combinaison parfaite. Combinaison parfaite comme le yin et le yang? Plus que ça. Comme des électrons puis des protons? Encore plus. Comme un joueur de premier but puis un corps arrière? Tu mélanges le baseball puis le football, là. Arrête donc. Savourez le nouveau wrap poulet Bacon et sauce ranch de Tim Hortons. La combinaison parfaite de poulet assaisonné croustillant ou grillé avec du bacon. C'est le wrap que vous attendiez. Dans les restaurants participants pour une durée limitée. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM. 94.1. Eh bien, Valérie, il nous reste un sujet, une entrevue à Côte-Nord Attitude aujourd'hui, puis on va se tourner du côté du cégep de Sept-Îles. Le conseiller en orientation, M. Justin Pinchot, est avec nous au bout du fil. Bonjour, M. Pinchot. Bonjour. Une belle activité annuelle qu'on organise la semaine prochaine, l'heure juste, hein? Oui, en effet, l'activité carrière l'heure juste, c'est une tradition au cégep de Sept-Îles depuis plusieurs années. Une tradition automnale, si on peut le dire. Écoute, c'est quelque chose comme 50 professionnels qui vont se déplacer au cégep pour rencontrer nos étudiants, les étudiants du cégep et les étudiants du secondaire aussi. Il y en a quelques-uns qui vont venir. Donc, une panoplie de professions dans différents secteurs d'activité professionnelle vont être représentées. C'est quelque chose comme 49 professions et autour de 60 personnes, 60 spécialistes qui vont représenter ces occupations-là. L'activité, le but, c'est de faire découvrir les bons et les mauvais côtés de chaque profession, d'en savoir un petit peu plus, c'est ça? Oui, absolument. C'est vraiment une activité informelle. Le but, c'est de mieux connaître ces professions-là, les tâches, le rôle, les fonctions, les qualités personnelles nécessaires à la pratique. Vraiment, ils vont donner un tableau des réalités de la pratique professionnelle dans chacun des domaines qui vont être présents. Donc, c'est donner leur juste et ça va avec le titre de l'activité des professions en 2016. Donc, j'ai essayé de retenir quand même plusieurs domaines où les étudiants habituellement, oui, il y a de l'intérêt, mais aussi faire connaître d'autres secteurs d'activité qui sont moins connus. Alors, c'est pour ça là, que j'ai essayé d'inviter quand même un bon tableau d'occupation là qui devrait intéresser nos étudiants. Est-ce que ce sont des secteurs d'activité où on va pouvoir garder les étudiants chez nous? Oui, bien sûr, nos domaines sont représentés, bien entendu, mais vous savez qu'on a une clientèle dans le pré-universitaire, donc en sciences humaines, sciences de la nature, arts et lettres, arts visuels. Donc, c'est des étudiants qui viennent chercher une formation de 2 ans générale pour aller par la suite à l'université. Alors, on essaie de rejoindre des professions reliées à ces domaines d'études-là, entre autres. Pour en nommer que quelques-unes, il y a les secteurs d'intervention sociale, le génie, les sciences sociales, le droit, la psychologie, la criminologie, les communications, beaucoup de domaines techniques aussi, pas juste les domaines qu'on offre au cégep, mais plusieurs autres qui méritent d'être démystifiés quand même en termes de contenu. Donc, on essaie de trouver, de répondre aux besoins des étudiants pour plusieurs occupations là qui pourraient les intéresser. Le but aussi, c'est de faire connaître certains secteurs, comme je le mentionnais tantôt, qui sont moins connus. Donc, permettre aux étudiants de mieux connaître certains secteurs. Puis, des fois, une activité comme celle-là, ça peut faire une grosse différence dans le projet d'orientation ou dans la démarche personnelle vers l'exploration des domaines. Quand on parle étudiants, on parle souvent des étudiants du cégep, présentement les étudiants du secondaire, mais des gens qui auraient envie d'avoir une réorientation de carrière. Est-ce que on peut, est-ce qu'on est invité à cette activité-là? Oui, absolument. Écoute, effectivement, on est à une époque où c'est difficile de faire des choix. Beaucoup à l'âge que les jeunes ont présentement, ils ont entre 16 et 18-20 ans au cégep.
secondaire, ben c'est un petit peu plus jeune, mais c'est difficile de faire des choix parce que les étudiants ne se connaissent point. Donc, connaître leurs qualités, leurs aptitudes, les traits de personnalité et tout ça. Donc, en rencontrant ces professionnels-là, ils peuvent peut-être dresser un tableau des qualités personnelles ou des caractéristiques que ça demande d'avoir ou à développer. Donc, en jasant avec ces professionnels-là, ben ça leur permet de mieux connaître les professions, mais aussi de connaître le profil que ça peut demander pour accéder à ces domaines-là, puis être heureux dans un travail. C'est tout un processus, hein. Moi, j'ai l'impression que mardi, au cégep, l'activité L'Heure Juste, il n'y a pas un étudiant de secondaire 5, là, actuellement, à Sept-Îles-Port-Cartier, qui peut manquer ça, là. Alors, c'est sûr que ça pourrait être idéal qu'il soit présent, pour justement rencontrer ces professionnels-là. Nous, au cégep, on essaie de faire en sorte que de mettre du concret un peu. On fait des démarches, des processus d'orientation avec les élèves, mais on essaie de quand même de les connecter au milieu du travail. Donc, c'est pour ça qu'on organise plein de rencontres dans le quotidien d'une profession. On organise au-dessus de 200 à 300 par année. On organise des conférences. Hein? Ils vont vraiment dans le milieu de travail une journée, quoi? Des stages d'un jour, là. Ça peut être une demi-heure à une journée complète. C'est un peu des stages d'un jour. Ça leur permet vraiment de voir toutes les réalités de la pratique, puis mieux, je dirais, là, évaluer les perceptions par rapport aux réalités, leurs perceptions par rapport aux réalités de la pratique. Donc, on organise des mardis carrières aussi après les fêtes, des rencontres de témoignages sur le vécu universitaire, des portes ouvertes, des visites aux universités, tout ça. Donc, on essaye le plus possible de multiplier les activités pour permettre aux élèves d'avoir, je dirais, un aperçu de ce que c'est les domaines de formation et les professions pour pouvoir là, mieux faire des choix, mieux se connaître pour mieux choisir, qu'on dit toujours. Il y a encore une date de tombée qui est au 1er mars, les inscriptions dans les cégeps. C'est un peu la date avant laquelle il faut avoir complété sa réflexion d'orientation, finalement. Oui, absolument. Pour notre clientèle ici à l'interne, on parle des étudiants préuniversitaires qui sont dans les programmes préuniversitaires, c'est ça. Donc, ceux, les finissants de mai 2017, donc ceux qui vont finir en mai prochain, ben à ce moment-là, il y a une date de tombée pour faire application aux universités. Donc, c'est le 1er mars. Donc, les élèves là qui sont indécis d'ici les fêtes, ben, ils ont à préciser, à confirmer, valider leur choix. C'est des activités comme ça qui les amènent à je dirais, là, à finaliser leur confirmation de projet de carrière. Et à partir de janvier, ben c'est les dates d'expédition des demandes d'admission en ligne. Donc, ils ont quand même encore quelques semaines pour moi je parle des finissants potentiels pour mai 2017. Il y a encore du temps pour travailler leur démarche. On peut dire. Et des activités comme ça, c'est essentiel, hein, parce que souvent, on ressent une grosse pression. Là, on doit choisir notre avenir entre guillemets à 17, 18, 19 ans. C'est pas toujours évident. Ouais. Donc, de pouvoir s'informer, c'est essentiel. C'est ça. Puis des fois, une petite rencontre comme ça, anodine, de quelques secondes, quelques minutes, ça peut faire la différence dans une vie d'un jeune. Et puis, ça peut, à ce moment-là, quand une personne va voir un domaine qui l'intriguait à première vue, ben à ce moment-là, au contact de cette personne-là, elle se rend compte qu'il y a un portrait semblable au mien, un profil semblable au mien, puis il me semble que je pourrais être à l'aise dans ce domaine-là. Donc, c'est pour ça qu'on essaye le plus possible de multiplier nos activités à caractère divers pour justement permettre à l'élève de faire finaliser sa démarche de réflexion, d'exploration, puis par la suite aller confirmer son projet. C'est une réflexion tellement importante. Vous êtes conseiller en orientation, M. Pinchot. Il y a pas deux personnes pareilles, hein? Il n'y a pas de stratégie non plus ou de bonnes recettes pour trouver son choix de carrière, hein? Non, absolument. Puis moi, ce qu'on fait pour les élèves indécis, même ceux qui ont confirmé leur choix, on valide tout ça ensemble à l'intérieur d'une démarche qu'on fait. On accompagne l'élève dans l'exploration de soi et des domaines de formation et profession. Donc, c'est une démarche de longue haleine. Il faut l'amener à mieux se connaître pour mieux choisir, comme je le mentionnais tout à l'heure. Fait que l'étudiant, il est pas sans le savoir. Il peut commencer une exploration des métiers et professions, des domaines de formation, mais souvent, il y a besoin d'un conseiller ou d'une conseillère justement pour le guider dans cette démarche-là. Eh bien, monsieur Justin Pinchot, conseiller en orientation au Cégep de Sept-Îles, un gros merci, puis on rappelle l'invitation, l'heure juste, c'est mardi au Cégep. Oui, mardi, le 25 octobre, entre 10h et midi, dans la hall d'entrée, c'est la formule kiosque. On invite la population aussi, les parents,
les étudiants, les gens qui sont en situation de réorientation scolaire et professionnelle à y participer. Un gros merci, Monsieur Pinchot. Voilà, Valérie, Merci. ça complète notre émission de ce mercredi 19. Demain, on devrait s'entretenir avec la députée de Duplessis, Lorraine Richard, qui a un nouveau chef, Monsieur Jean-François Lisée, maintenant, parler de certains dossiers politiques à Côte-Nord Attitude. Demain, tu seras avec Tommy en plus. Et Tommy Auger sera avec moi. Toi, tu fais encore de la radio ce soir, demain matin. Tu t'ennuieras pas. Non, je ne m'ennuie pas, c'est sûr. Au revoir tout le monde. Bonne fin de journée.